Bonjour. Alors, je vais présenter toute une série de vidéos permettant d'utiliser Excel autrement, dans une logique de process, hein, de workflow, plutôt que d'utiliser de façon ponctuelle. Alors, je vais vous prendre mon cas personnel, puisque je suis manager comptable et financier. Donc, je réalise des reportings financiers, je pilote des reportings financiers, je fais des réconciliations en normes IFRS et French GAAP, comme on dit. Beaucoup de contrôleurs de gestion, des financiers, de comptables, des professionnels, hein, ou bien ceux qui sont rigoureux dans leur tenue de compte personnel vont se reconnaître que Excel, souvent, on l'utilise de façon un peu ponctuelle. Donc ici, par exemple, et quand je dis faction ponctuelle, c'est qu'on a des fichiers comme ceci, des fichiers qu'on nous propose comme ceci. Ça, c'est un exemple, hein. C'est un exemple très très simple pour pouvoir saisir le concept de pratique, de bonne pratique et de workflow. Après, on peut l'adapter avec un grand livre comptable, avec un document commercial, des ventes, peu importe. Mais le but, c'est de comprendre la notion de workflow, d'utilisation d'Excel de façon avec les outils de BI, beaucoup plus intelligents. Parce que c'est vrai que beaucoup de vidéos que vous verrez ça et là qui parlent de Power BI est un outil très très efficace, hein. On peut développer des outils très très efficaces avec, mais le problème c'est que pour les comptables, pour ceux qui sont en entreprise, leur quotidien c'est pas Power BI. Pour bien on développe les dashboards, les tableaux de bord, très très visuels, agréables à voir. Mais les quotidiens des financiers, des comptables, des contrôleurs de gestion, en termes même de reporting, après le Power BI vient pour compléter. Mais le but, le quotidien, c'est pas Power BI. Le quotidien, c'est Excel. Voilà. Voilà. En termes de workflow, je vous présente ça. Par exemple, ce schéma-là, vous voyez, là, Power BI est ici. Mais sauf que le quotidien des comptables, c'est ça, c'est Excel. Tous les jours, c'est Excel. Alors, le but, c'est de ne plus utiliser Excel de façon euh, ponctuelle, mais plutôt de façon en termes de workflow procédural. D'où je pars de cet exemple-là. Disons que c'est un fichier on a un fichier, voilà, qui, on a les dates, les noms, nos clients, on a les articles, les prix, les quantités, et puis les statuts de ces ventes. Alors ici, je vais poser une question simple. Si on dit à un comptable, à un contrôleur de gestion, on lui donne ce fichier-là, la plupart, hein, on leur dit, bon, écoutez, on veut connaître la livraison, la quantité euh, la quantité de chaque article livré par année. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire insertion, il va rajouter année sur ces fichiers, il va faire une formule année, ici, de façon simple, hein. On a travaillé comme ça. Donc, je fais ceci, standard, voilà. Donc là, les articles, donc ça, c'est ce que j'ai rajouté, juste pour illustrer les articles. Et donc là, naturellement, on peut lancer un TCD. On peut lancer un TCD. Voilà, nouvelle classeur. On dira, bon, écoutez, les articles, euh, nos articles, le type d'article qu'on a livré, et puis on va mettre en colonne, on va mettre l'année en colonne, et la valeur, hein, les chiffres, hein, quantité, c'est toujours au niveau de la valeur, puisque c'est la quantité. Et donc là, tout bonnement, on a quoi? Ben, en termes de TCD, on voit bien qu'en 2025, pour le fer, on a 56, on a vendu que du fer. C'est un exemple, hein, voilà, c'est juste pour avoir une idée. Voilà, pour juste montrer le réflexe qu'a beaucoup de comptables, de contrôleurs de gestion, voilà, l'utilisation d'Excel naturel, hein. Après, avec des formules, plein de formules, comme je viens de le faire avec année, mais le but, c'est voilà, c'est le but, c'est de saisir l'esprit, l'idée. Donc en 2026, voilà, peu importe la question, voilà, on crée des TCD, les analyses ou des fichiers d'analyse. Donc le but ici étant de dire, alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici, on a un document, euh, 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 un document où on a des lignes qui se répètent. Voilà, Mathieu qui a acheté, toujours Mathieu ici. Mathieu a acheté, voilà, Mathieu a acheté, sur la colonne là, Mathieu, euh, voilà, un peu plus clair. On a Mathieu, Malaga aussi se répète,
On a la même date ici qui se répète, la colonne date. On a fer ici sur la colonne ici, le produit fer qui se répète. Les quantités, voilà, il n'y a pas de souci. Les prix, puisque c'est les mêmes prix qui se répètent, livré et livré. Et là, si, imaginez, gérer ce fichier, Excel, c'est 1 48 566 lignes. Bon, imaginez gérer ce fichier avec 300, 400 lignes, 400 000 lignes et tout, parce que et là, ça deviendra un peu plus compliqué. Par exemple, si je dis par exemple, euh, voilà, le service financier dit, ben, plutôt que de dire en attente de livraison, on va changer en attente de livraison pour l'année. On arrive en novembre, on dit en attente de livraison, mais plutôt en attente de livraison, on dira plus en attente de livraison, on dira en cours. Voilà. Alors, si on gère sur un fichier Excel, il faut des formules pour retrouver, modifier. Et donc, on voit qu'il y a un problème de maintenance qui va prendre du temps. À chaque modification, quand plus le fichier grossit, la première chose, c'est que ça sera difficilement gérable puisque ça va ralentir, ça va consommer beaucoup d'espace. Et le deuxième, comme vous pouvez le voir, il suffit juste de modifier une ligne, de dire de modifier par exemple le statut ici, ou de modifier par exemple, de modifier le fer pour lui accrocher autre chose. Et vous voyez qu'il faut modifier 800 000 lignes par exemple, 400 000 lignes, et ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Et ceux qui font les reportings financiers le savent très bien. Quand il faut mettre la balance à jour, quand il y a de nouveaux comptes, on crée des recherches V à gauche, à droite, quand on importe des grands livres, on ouvre des fichiers Excel, dizaines, des dizaines, des dizaines. Alors, le but, c'est ça. Le but, c'est de pouvoir développer, de pouvoir faciliter euh, la maintenance, quand il faut modifier ou mettre à jour le fichier, de pouvoir faciliter, alléger le fichier et de pouvoir avoir ce qu'on appelle des workflows. C'est-à-dire que le fichier que je donne à une personne avec un process, la personne puisse l'utiliser de façon aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle je vais proposer. Donc, j'enlève ça. Ici, si je laisse le TCD là, vous voyez, euh, ça peut être bien, mais des usines à gaz, après, ça crée des usines à gaz. Voilà, ce que moi je vais proposer, le but c'est d'arriver à un système comme ça. Voilà. De se dire qu'on est sur Excel, on peut utiliser Power Query, on peut utiliser un modèle de données, on peut travailler sur Excel, ceux qui travaillent intensivement sur Excel, d'accord. Et ici, ça peut se transférer également dans Power BI. Donc, le but, c'est d'avoir des documents, plutôt des fichiers Excel, qui représentent des workflows. Pas un fichier lambda, c'est un fichier workflow qui contient toutes les informations de l'entreprise. Et vous verrez que c'est vraiment pratique. Et là, on utilise toute la puissance BI d'Excel avec des outils, des formules Excel qui sont renforcées par des formules qui s'appellent des DAX, data analytics et tout ça, des formules qui sont beaucoup plus renforcées. Et de là, on peut créer, on peut avoir une gestion beaucoup plus en termes d'analyse, on aura beaucoup plus de la puissance. Donc, pour commencer, moi, ce que je vais vous montrer comment transformer un fichier, un grand livre pour les comptables, un document massif pour le commercial, pour une analyse, on a un document, on a un système de base de données, gestion de base de données relationnelles, qui permettra d'arriver à ce niveau-là et d'avoir une compréhension beaucoup plus nette de ces data. Donc, d'ici, ça sera une série de vidéos, bien sûr. Donc, ici, j'enlève ça. Je n'ai pas besoin de ce TCD que je peux supprimer. Voilà. Donc, ici, on voit bien on a des, voilà, si on veut le mois, on peut rajouter l'année, on rajoute une formule de mois, plus ce fichier va devenir hyper massif, et la gestion, ça sera très difficile, hein. Ceux qui font des reporting vont se reconnaître. Voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir transformer euh, ce fichier-là, en un système de base de données relationnelles. C'est vraiment, voilà pourquoi j'ai fait simple. Donc, alors là, la première question de se dire, il y a deux types, je veux avoir deux types de tables. D'accord. Donc, ce que l'on appelle, je veux faire ce qu'on appelle la normalisation. Avoir deux types de tables. À chaque fois, de détecter les tables qui sont spécifiques. Donc, table ici, qui dit table ici anglais, qui sont spécifiques, comme article. D'accord. Article spécifique, client, article, et des tables qui sont le détail, qu'on appelle les tables de data. On appellera les tables de data. Ici, ça sera les tables de recherche
ou la table de correspondance. Et ici, ce sera les datas. Donc ici, comme ici, hein, c'est la table de data, vous voyez bien que les éléments qui se répètent. Voilà, on aura le détail beaucoup plus détaillé, les transactions, les factures. Voilà. Le but, c'est de pouvoir différencier tout cela, cela en table. Donc pour cela, donc qui dit table, les onglets. Ce que je fais, c'est que ici, la première table que j'aurai, c'est la table date. D'accord? Date ici. Vous voyez bien la date. Et donc, j'écris une table date. À la place, ce que je fais, c'est que j'appelle la date code date. D'accord? Et à chaque table de correspondance, je le rappelle, on peut avoir plusieurs dimensions. Plutôt que de venir rajouter année comme on avait fait ici, on pourra le rajouter ici. D'accord? Donc ici, on peut rajouter une formule, année, donc tous les ajouts qu'on aura à faire, année, mois, jour, ça sera les attributs de la table de correspondance ou les dimensions de la table de correspondance. Mais ici, dans chaque table de correspondance, chaque ligne est identifiée de façon unique. Donc ici, on n'a que le 31 décembre, on n'a que le 1er janvier, on n'a que le 2 janvier. Mais par contre, ici, quand on arrive dans l'état des data, tu vois bien, on voit bien qu'on a le 12 avril deux fois. Voilà. Le table de data pour les comptables, c'est comme le grand livre ou les commerciaux, les nombres de ventes qu'on a réalisées, voilà, les transactions qu'on a réalisées. Ça, c'est le table de data auquel vous donnerez le data. Data vente, data commande, data grand livre, voilà, data fichier FEC pour les comptables. Voilà. Ensuite, on a des tables qui sont uniques. Donc, tables auxquelles, quand je dis article, quand je dis ici par exemple article, là on avance, client, parce qu'on passe de client, et donc les tables de correspondance, ça commence toujours par le code. Voilà, donc là, client, on a donné code client. Le comptable, pour eux, et les financiers, c'est pas un scoop pour eux, parce que tous les outils te sortent un code. Voilà. Donc, comme je veux aussi faire ces vidéos pour les passionnés, donc je veux partir un peu au départ. C'est comme ça que fonctionnent les logiciels. Donc là, on a le code. Le code ici de chaque client que l'on identifie de façon unique. Et on peut rajouter ce qu'on appelle les attributs du client ici, mais pas dans les tables de data. Ici, les attributs du client. Et les comptables savent, quand ils sortent un grand livre, au niveau du grand livre, on voit juste le numéro de compte client ou le compte fournisseur. Juste le numéro. Voilà, c'est ça la logique en fin de compte. Et donc ici, je peux avoir plus d'attributs liés au client. Son adresse, son numéro de sirène, tout ce que l'on veut sur le client. Donc on peut le mettre ici. Donc par conséquent, chaque table de correspondance, on peut ajouter plusieurs attributs. Voilà. Et donc, je crée cette table attribut ici pour le client. Je crée la table attribut pour chaque articles et quand je vois bien qu'ici, les articles ont aussi des prix, d'accord? Donc, je rajoute ici article prix, puisque ça se répète. Chaque article, voilà, faire valise violent. Donc, voilà, les articles ont des prix. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre sur les articles? Non, pour le moment, il n'y a que ça. Donc, les articles, on peut développer hein, les articles, les sous-articles, qu'est-ce qui est le détail sur ces articles-là. Donc, les attributs ou dimensions de la table article. Et ensuite, on a statut. Statut, on a bien mis. Ici, dans la table, on avait livré en attente. Mais au niveau de la table de correspondance, qu'on fait, on met le code, statut, livret et correspondance. Et vous voyez facilement, par exemple, au niveau du livret, si ici on veut changer, on lance un TCD et que on modifie ici à partir du code, bah, le code ne va pas changer, ça sera juste le libellé qui va changer. Et donc on peut mettre à jour facilement. Plutôt que de mettre à jour ici, on viendra mettre à jour ici. D'accord. Donc ici, on change ici, en lançant le TCD, on met à jour, tout se met automatiquement, que ce soit la quantité des data. Donc voilà pourquoi je parle de la logique des data, d'avoir une logique des data. Parce que ici, on aurait fait un TCD, comme on a fait sur les documents livrés. Mais sauf que pour la maintenance, ça va se faire, mais difficilement, c'est important. Alors qu'ici, on viendra juste modifier, on garde le même code, on modifie ici, on fait juste clic droit, en moins de 30 secondes, euh, tout un fichier de 400, 500 000 lignes se met automatiquement à jour. Donc voilà. Et donc, ce qu'on va faire ici, comme on l'a dit, on fait simple. Donc, on va modifier la data. Donc, je vous propose de présenter cette présentation un peu pratique de vos data.
Voilà, ici, au niveau de la table data, transaction, je remplace tout par des codes. Donc ici, on est au code. Date. Donc date ici, j'ai dit code. Date, data, je mets ici. À la place, je mets des codes data. D'accord? Ici, les data peuvent être identifiées de façon plusieurs, mais au niveau de ici, avril, une seule ligne. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude des tables relationnelles, ça leur dit déjà quelque chose. Donc ici, client, plutôt que de mettre les clients, on mettra à la place des codes clients, pas les noms de clients. D'accord? Donc client, on met code client. D'accord? Alors, data, code client, on va faire simple. Mathieu, Malaga, Arnaud, client, Mathieu, Malaga, Arnaud. Voilà, on l'a fait simple hein, pour éviter de faire des formules inutiles. Donc, on voit bien que c'est ça. Voilà, Malaga, Mathieu, Arnaud. Arnaud, c'est 3. Voilà. Donc ici, voilà les prénoms Mathieu ici. Comme vous voyez, article, on peut rajouter prénom, prénom client. Voilà, ici au niveau de prénom, bon, on va vite fait faire un petit essai, un petit recherche V, hein, un petit recherche V pour récupérer nos prénoms. Voilà, recherche V par rapport au code client. D'accord, on arrive au data client et on récupère nos prénoms. On est troisième ligne, troisième colonne, faux. Voilà, on récupère tout ça. Voilà, ça c'est juste. Donc voilà. Puisque au niveau des tables de data, donc ici sur la table client, chaque client est identifié de façon unique. Unique. Mais par contre ici, au niveau des tables de correspondance, le client réalise plusieurs transactions. D'accord? Et là, puisque j'ai mes codes, les clients par rapport à différentes transactions, donc là, je n'en ai plus besoin. Je supprime. Voilà, je garde que le code ici, comme j'ai dit. Article, bah, article c'est pareil. Voilà, article c'est pareil. Et donc article, j'arrive ici, vous avez compris le principe, je prends le code article, voilà, faire valise violent. Donc article, faire valise violent. Donc c'est ça, data, faire valise violent. On voit bien que valise, c'est là, valise violent, et faire. Voilà, donc on a tout, on n'a pas besoin de tout ça, on enlève. On sait bien que pour ce client-là, c'est Mathieu, code article, il a acheté ceci, les prix, eux aussi, euh, sont liés aux articles, donc on peut les laisser également ici, ou on peut, ici, puisque ça se répète par rapport au code article, les quantités changent à tout moment. Ici, au niveau de code article, au niveau des statuts, on met, vous avez compris le principe, voilà, livré, livré en attente, livré en attente, livré, voilà. Mais une fois qu'on a préparé tout ça à l'avance, on n'a plus à ce problème. Donc si on enlève ça, on fait comme ça, on voit bien que on a un tableau qui devient très très allégé, que l'on pourra gérer à loisir. Et là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Je reviens ici au niveau de la modélisation. On a le tableau de data, des transactions, vous voyez, date, client, qu'on vient de faire, les différentes, voilà, les différentes tables de données. Hein. Quand je dis table de données, bon, il peut y en avoir plein. Hein. Ici, c'est juste la table
table, j'ai dit article, mais c'est pas la table article, attention, c'est la table, voilà, dit data, qui peut être la table de transaction, de vente, peu importe, hein, vous avez compris l'esprit. Et puis ici, les tables qui s'identifient de façon unique, article, voilà, ici c'est client, euh, voilà, toutes les tables que l'on veut, mais le but c'est de dire au-dessus ici des tables auxquelles chaque ligne est identifiée de façon unique. Ici, les tables auxquelles il peut y avoir pour voilà, plusieurs transactions, donc chaque ligne ne peut pas être identifiée de façon unique. Voilà, le jour J, le 1er janvier, on réalise plusieurs transactions, on aura le 1er janvier, le même client réalise plusieurs transactions, on aura plusieurs de ces clients, voilà. Donc le détail, c'est ici, toutes les tables sont bas, mais il faut l'identifier de façon visuelle. On arrivera lors des prochaines présentations. Et donc, voilà, on arrive à une situation qui est pareille. Et donc là, on a ça. Et ça, bah, franchement, on n'en a pas besoin, même ça. Donc, j'ai une quantité ici, j'ai le prix ici, est-ce que j'ai besoin de ça? Vous voyez que ça aussi, ça se répète également ici. Étant donné que j'ai l'article, au niveau de l'article, chaque article, je connais déjà son prix. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir le prix également ici. J'enlève le prix. Donc ici, pour le 12 avril, on a ce client qui a payé cet article-là, sur cette quantité-là, et on connaît le statut. Voilà. Donc vous voyez bien que le fichier devient très très allégé. Et à partir de là, on peut commencer à travailler sérieusement pour en arriver à une situation pareille. Donc le but étant déjà d'arriver à une situation pareille. Donc ce qu'on va faire, on va mettre tout ça sous forme de tableau, d'accord? Ici, voilà, parce que on va mettre tout ça sous forme de tableau. Et ça, dorénavant, pour quelqu'un qui travaille dans sa boîte, il a le fichier, il récupère tous les fichiers de ses codes d'articles, il récupère tous les fichiers de ses clients, de ses fournisseurs, peu importe. Il récupère toutes les, voilà, les dates, hein, là où il peut remonter le plus possible. Toutes les informations que l'on peut identifier de façon unique, on l'isole voilà, sur un fichier. Et voilà, pour les comptables, vous prenez votre plan comptable général, vous le mettez de côté. Ceux qui font le reporting financier, il y a ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire que la correspondance entre le plan comptable général et les comptes du groupe, et voir le compte de l'intégration, plutôt de l'alias fiscale, ou les analyses par rapport à l'INSEE. Voilà, vous créez chaque table pour les documents qui sont uniques. Et maintenant, quand vous récupérez votre grand livre, eh ben, vous pouvez donner ce fichier-là à quelqu'un, vous lui donnez le schéma, toutes les analyses peuvent se faire de façon, de façon extraordinaire et dépassant les 1 48 000 lignes d'Excel. Voilà pourquoi le but, je dis, on arrive ici, pour le moment, on travaille que sur Excel, mais d'ici, on va faire un peu de query, ça va aller tout rapidement. On fait la modélisation donc, des relations et nous allons travailler ici. Voilà. Et le but, prochaine vidéo, hein, mais ça sera au niveau de Power BI, mais le but, c'est que tout ça utilise la même chose, que ce soit Power BI et query. Mais la différence, voilà, la différence est que quand vous regardez ce fichier, ici Power Query sur Excel, les deux partagent Power Query, ils partagent la modélisation, donc les relations, et les outils de DAX qui sont des fonctions pour cette façon de faire. On va combiner hein, les fonctions Excel, y compris les fonctions de DAX, qui sont d'ailleurs beaucoup plus puissantes que les fonctions d'Excel. Et ensuite, on a les éléments qui sont propres à chaque outil. Power BI, ici, beaucoup plus lié dans une présentation beaucoup plus conviviale pour les tableaux de bord. Mais Excel aussi, voilà, on a pivot chart, pivot table, qui sont des tableaux croisés dynamiques, les TCT, si vous voulez. Voilà. Le but, c'est de partir d'un document beaucoup plus simple et pouvoir présenter quelque chose de beaucoup plus sympa. Et donc, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va aller un peu plus loin. On va commencer à créer des tables et commencer à faire un peu de query et pour montrer comment est-ce que ça structure. Pour le moment, c'est pas clair, mais vous verrez un peu plus clair que cette bonne pratique, cette façon de travailler, ça va vous permettre d'utiliser toute la puissance d'Excel, c'est-à-dire de Power BI, de Power Pivot, de Power Query, et les TCD deviennent beaucoup plus efficaces. Par conséquent, vous n'utiliserez plus les recherches V. Il y a des formules d'Excel que vous n'allez plus utiliser puisque toutes les tables sont liées. Et vous mettez des documents à jour en un claquement de doigts. Et, euh, et par conséquent, vous pouvez tout importer tout ça, tout votre modèle que vous avez créé ici, voilà, vous pouvez l'importer cette fois-ci sur Power BI, puisque les deux utilisent les mêmes caches.
le Power Query, les imports, voilà, vous pouvez l'utiliser sur Power BI. Donc voilà, c'est ça que je trouve que c'est bonne pratique qui permet vraiment de voir Excel autrement. Voilà, le but c'est de faire Excel autrement, de préparer les workflows, la normalisation. C'est ce que je vais proposer pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.